Donc cela veut dire que l'Europe nouvelle que les papes mettent en place au prix des massacres inouïs, dont de terribles inquisitions et de croisades, parce que les papes sont auréolés d'un pouvoir divin. Leur pouvoir n'accepte pas la contradiction. C'est pour cela que, comme les gens se sont opposés aussi, il y a eu donc l'inquisition et les persécutions. Donc c'est l'Europe qui vient en Afrique à partir du XVIe siècle, et celle-là, c'est l'Europe papale, comme je l'appelle, ou l'Europe christianisée. La caractéristique première de cette Europe est l'opposition à ce qui est, à ce qui existe, à la nature et à la tradition. Car la tradition ancestrale, elle s'est formée à partir de ce qui est, à partir des objets, à partir de la nature. Donc les anciens, ils observaient la nature, ils y découvraient des choses et bien d'autres, à partir desquelles ils ont bâti des peuples et des nations sublimes, un peu partout. Donc les idées chez les ancêtres renvoient à la nature, et c'est pour cela qu'il y a une corrélation entre les objets et la nature. Le christianisme lui prend un chemin différent, contraire à celui-là. Il part des idées, notamment celles du royaume des cieux, et tend à l'imposer à la nature, à ce qui est. La conséquence, c'est bien sûr la collision, les chocs. Parce que la nature ne peut se conformer à ce qui n'est pas. Donc à ce moment-là, ces chocs-là, en fait, c'est la nature qui en sort victime. Et la science moderne, qui se veut une connaissance systématique de la nature, est une conséquence de cette tradition chrétienne. C'est pour cela que la science contribue grandement, comme nous le voyons d'ailleurs, à la destruction de notre monde. Donc, comme pour le pape, la science, elle aussi, dit qu'elle détient la vérité. La vérité, c'est à moi que tout doit obéir. Car c'est Dieu lui-même qui me donne le pouvoir. C'est à travers lui, à travers son Fils Jésus, qui a donné les clés de la connaissance, ce qui permet de lier et de délier sur terre, d'être maître de tout et de tous. Un des articles des décrets papaux qu'on a appelé Dictate Papae, à la base de l'institution papale, stipule que le pape ne doit être jugé par personne, mais il peut juger et surtout condamner tout le monde. C'est de là qu'il tire ce que l'on appelle l'infaillibilité. Dès lors, toute décision, tout décret qu'il prend est opposable à tous sans exception. Il y a eu de multiples décrets, de multiples bulles, parmi lesquelles une des bulles qui nous concerne, la bulle qu'on appelle Romanus Pontifex, qui a été écrite le 8 janvier 1453 par le pape Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Paracuselli. Il a vécu entre 1398 et 1455. Donc cette bulle dit ceci: nous concédons au roi Alphonse, qui était le roi du Portugal, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les nègres, païens et autres ennemis du Christ, qui qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, membres et immeubles, tous les biens par eux détenus, de les réduire leur personne en servitude perpétuelle. Et donc c'est à la suite de cette bulle-là que les rajas négrières, la traite et l'esclavage se sont mises en place. C'est donc du pouvoir de délier, pouvoir absolu reçu de Dieu, pouvoir que le pape transfère ensuite aux Européens, par cette bulle-là et d'autres, que le racisme anti-noir est né. Car les Noirs sont supposés être des païens, c'est des ennemis de Dieu, qui doivent être soumis par la force des armes.
Et à partir de cela, vu surtout que le pouvoir papal s'appuie sur l'impunité, donc au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, s'est développée en Europe la théorie des races, qui encore une fois est une invention de l'esprit et qui doit s'imposer à la nature. Donc le racisme vient de la hiérarchisation des hommes en groupes caractéristiques bien distincts. C'est Darwin, que nous connaissons, Charles Darwin, qui a écrit, après un voyage à travers le monde, a écrit un livre qui s'intitule « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la vie, pour la vie », qui dit que la nature évolue d'après la sélection. Donc ce sont ceux qui sont les mieux adaptés à l'environnement qui résistent. Dans le monde animal, dit-il, est un tout. À l'origine, les formes animales les plus simples existaient seules, puis sont arrivées les formes plus complexes. Donc il a tiré différentes conséquences de ce voyage, entre autres que beaucoup d'espèces étaient primitives par rapport à ce que l'on trouvait en Europe et qui est plus évolué. Donc à partir de là, beaucoup de naturalistes, d'ethnologues, d'anthropologues vont élaborer différentes théories. J'ai mis leurs noms, vous pouvez les lire, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, entre autres, il y a un de ces naturalistes qui s'appelle Viré. Il dit ici qu'entre le singe anthropomorphe et l'homme se trouve placé entre l'orang-outan, qui est une espèce de singe, et l'homme blanc, le Hottentot Bushman, puis le nègre intelligent. Donc les chercheurs, là, ils établissent ainsi des races qui distinguent les hommes. Pour eux, donc, il y aurait la race blanche, la plus parfaite des races humaines, habitant surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Cette race-là est visible à sa tête ovale. Elle a une bouche peu fendue, des lèvres peu épaisses, le teint pouvant tout de même varier. Il y a la race jaune qui occuperait principalement l'Asie orientale. Son visage est plat, les pommettes sont saillantes, le nez aplati, les paupières, etc. Il y a la race rouge qui aurait habité autrefois, disent-ils, ils sont quand même moins honnêtes de dire ça, autrefois l'Amérique. Une peau rougeâtre, les yeux enfoncés, le nez long, arqué, etc. Puis la race noire qui occuperait l'Afrique et le sud de l'Océanie, qui aurait une peau très noire, des cheveux crépus, écrasés, des lèvres épaisses et les bras très longs, etc. Alors, concernant voilà, la race blanche, au profil harmonieux, régulier, progresserait dans une activité fiébreuse, triompherait dans la science, excellerait dans les arts, serait raisonnable et pratique. La race jaune serait hostile aux conceptions modernes, ombre diaphane, d'aspect fragile. La race rouge sauvage, à la façon des grands oiseaux de nuit, que la lumière du jour éblouirait, disparaîtrait peu à peu d'un monde où la forêt vierge n'existerait plus. La race noire serait la plus proche de la nature, brutale, solide, dans sa taille bien prise, la face et le crâne en bélier, le nez écrasé, l'œil bestial, la chevelure crépue. Voilà, donc à cette classification correspondrait donc l'échelle de progrès au sommet de laquelle se trouveraient les civilisés, c'est-à-dire les blancs, et en bas les barbares, réduits aux ténèbres, les noirs, qu'il conviendrait d'éduquer, de faire évoluer vers plus d'humanité. Les barbares seront perçus comme des grands enfants à qui il faudra apprendre tout. Bon, on peut croire que les Européens ont vite accepté ça. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas assez vite accepté cela. Pour que tous puissent arriver à
à accepter, eh bien, ces naturalistes et les autres, ils ont mis en place ce qu'on appelle les zoos humains. Les zoos humains, c'est-à-dire que ce sont des exhibitions des êtres humains comme des animaux de zoo. La première exhibition humaine du genre a eu lieu à New York le 25 février 1836. C'était Elor Barnoun qui a commencé à exhiber une vieille dame afro-américaine qui s'appelait Joyce Hett. Cette dame-là, on dit qu'elle avait été la nourrice du premier président des États-Unis, qui s'appelait George Washington. Et comme elle avait 161 ans, pour ce monsieur-là, donc elle était obligée de cirque. C'est ainsi qu'elle a fait promener, elle a fait exhiber pendant 6 mois. Donc elle a dû voyager avec elle pendant 6 mois dans tout le nord de l'Amérique. Et alors, en 1874, un Allemand, Karl Augebeck, s'est inspiré de cela et a exhibé d'abord des lapons. Dans leur domaine familial, c'était une espèce de mangerie. Donc c'était des lapons étant ensemble avec des rennes, donc c'est les bêtes que nous connaissons. Et donc c'était là les premières exhibitions. Et après, ils ont tourné dans toute l'Europe, dans toutes les villes, dans de nombreux villages pendant plus d'un siècle. Ici en Belgique, il y en a eu partout. La dernière a eu lieu en juillet 2009, où 2 Maasai ont été exhibés dans le domaine des grottes de Han. Avant cela, il y en avait eu à Bruxelles, à Anvers, à Liège, à Bruges, à Gand. En France, c'était pareil. La dernière exhibition en France a eu lieu à Paris du 7 au 12 décembre 2014 au centre culturel qu'on appelle le 104, sous la houlette d'un Sud-Africain appelé Brett Bali. Mais avant celle-ci, il y avait eu des centaines d'exhibitions. Rien que dans la ville de Paris, entre 1889 et 1931, il y en a eu une quarantaine. La fameuse Tour Eiffel que nous aimons visiter doit sa réputation aux exhibitions permanentes avec son fameux village nègre qui avait 400 personnes exposées. En 1900, ce célèbre village, maudit pour moi, attira près de 50 millions de visiteurs. La plupart des hommes venaient pour voir les seins nus des femmes africaines. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé d'horreur qu'on peut lire dans beaucoup d'ouvrages. C'est donc dans cette ambiance qu'est intervenue la colonisation en Afrique. Ceux qui y arrivaient avaient soit déjà entendu parler ou vu de leurs propres yeux des Noirs dans des cages. Ils ne se considéraient pas seulement supérieurs, mais ils étaient convaincus d'arriver au milieu de la sauvagerie elle-même. Ils voyaient de leurs propres yeux, pensaient-ils, des hommes à l'état premier. Ils devaient donc les dompter, les tirer de la sauvagerie. C'est ce que dit un certain Charles Lemaire, un jeune homme de 27 ans, qui avait été envoyé au Congo comme administrateur du district de l'Équateur en novembre 1890. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, comme pour tout le monde, l'Afrique centrale n'était qu'une terre d'épouvante. Mon esprit était tout prêt à accueillir les dires des anciens. C'est ainsi que mon éducation africaine commença dans les coups de fusil et de canon, dans les incendies des villages, à mettre à la raison, en un mot dans les abus et les surabus de la force avec tous ses excès. Nous avions la conviction sincère et profonde, complète, Drakousov, un autre colon christianisé venu de Russie, d'être des porteurs non seulement d'une civilisation moderne, mais de la civilisation elle-même, critère et étalon pour tous les peuples de la terre. Presque tous, nous étions fiers d'être européens et nous abordions le monde
qui nous entourait en bâtisseurs et modéleurs, avec la volonté de les pétrir et de les transformer, la conviction d'avoir le droit. Aucun de nous n'a échappé entièrement à cette hiérarchisation des droits divins qui tournait au racisme primaire chez les médiocres et donnait bonne conscience aux plus généreux. Voilà donc résumé ici ce que l'on appelle œuvre coloniale. Ainsi donc, pour terminer, donc, comme je l'ai dit au début, la colonisation en appelle au racisme et inversement. Les deux émanent de l'incroyable pouvoir dit divin des papes, des liés et des déliés qu'ils ont transmis aux Européens, lesquels s'en sont appropriés et étendus à la couleur de la peau. Cette couleur est dès lors devenue un horrible pouvoir de massacre. De nombreux peuples à travers le monde en ont payé les frais. Les Africains battent tous les records de toutes les horreurs causées par cette idéologie de la peau blanche divinisée. Je vous remercie.